Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Je crois qu'il y a peu de choses qui nous mettent autant en difficulté en tant que parents que les crises émotionnelles, les débordements émotionnels de nos enfants. C'est des moments où on a l'impression que plus rien ne fonctionne. On a beau écouter, expliquer, rassurer, poser le cadre, rien ne change. Il y a des pleurs, des cris, des hurlements, parfois des gestes violents, surtout dans la petite enfance. Et de notre côté, un mélange de désarroi, de culpabilité, de fatigue, d'exaspération parfois aussi au bout d'un moment. Donc dans cet épisode, je vous propose de prendre du recul sur ce qu'on appelle une crise. D'abord en comprenant ce qu'est une crise, en réfléchissant au contexte qui favorise ou amplifie ces débordements émotionnels et aussi en explorant ce qu'on fait au moment des crises qui peut amplifier ou au contraire apaiser la crise avec les avantages et les inconvénients dans l'idée de vous aider à mieux repérer, à mieux identifier ce qui vous convient et ce qui fonctionne dans votre situation. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se joue pour que vous puissiez retrouver un peu de discernement, un peu de calme, un peu de marge de manœuvre. Avant de commencer, je voudrais juste ajouter que se sentir parfois dépassé quand on est parent, surtout avec des enfants en bas âge, c'est tout simplement normal, mais que si ça prend vraiment trop d'ampleur, il y a des choses à faire et je pense que cet épisode devrait vous y aider, alors je vous souhaite une bonne écoute. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une crise et comment ça arrive ? On parle de crise en général quand le comportement de l'enfant nous semble, à nous adultes, démesuré, irrationnel, inadapté par rapport à la situation qu'il a déclenchée. Et ce qui renforce encore plus l'idée de crise, c'est qu'on ne parvient pas à raisonner l'enfant. D'un point de vue interactionnel, je dirais qu'une crise, c'est un comportement que les adultes jugent inadapté, déraisonnable, inadapté à la situation, et qu'ils ont du mal à faire cesser. Et en réalité, ce genre de comportement, c'est souvent le signe d'un débordement des capacités de traitement par le cerveau. On parle souvent de débordement émotionnel, mais moi je pense que c'est vraiment plus large que ça. C'est vraiment une espèce de saturation des capacités de traitement du cerveau. L'image qui traduit le mieux ça, c'est celle de la bande passante. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur, il a une capacité limitée pour traiter ce qui se passe. Et selon nos compétences, notre âge, etc., cette capacité peut être plus ou moins importante. Et ce qui se passe, c'est nos ressentis internes, les stimuli sensoriels, les émotions, notre état corporel. S'il y a trop de stimulation, trop d'informations à traiter, ça sature la bande passante et ça bug. Ça rame, on n'arrive plus à gérer. C'est là que va survenir la crise, chez les enfants comme chez les adultes. Donc, une crise émotionnelle, un débordement, c'est souvent un bug de surcharge. Qu'est-ce qui provoque la surcharge ? Alors là, je vais utiliser une autre image que j'utilise fréquemment, c'est l'image du ballon émotionnel que Thomas Gordon utilise dans un de ses livres, un livre sur le management en l'occurrence, mais peu importe. J'en ai déjà parlé sur le blog, donc je vous mettrai dans les ressources de l'épisode un lien vers l'article en question.
Cette image représente notre cerveau un peu comme un ballon de baudruche. Dans la partie basse du ballon, on a les émotions qui sont liées à la satisfaction de nos besoins personnels, à notre sécurité individuelle. Et dans la partie haute, on a d'autres émotions qui concernent davantage les relations aux autres, l'appartenance au groupe, les émotions qui nous poussent à respecter les règles sociales. Alors, Gordon, lui, il parle d'émotions en bas, d'intellect en haut, mais pour moi, cette distinction est assez fausse. C'est vraiment deux familles d'émotions différentes, pas une opposition entre émotion et raison, qui d'ailleurs n'a absolument aucun sens et est infondée. Albert Moukébert parlait très bien de ça. J'essaierai de retrouver l'article ou la vidéo où il en parle, parce que c'est assez intéressant. Bref, quand tout va bien, ces deux zones coexistent en équilibre. On est capable de se comporter d'une manière socialement acceptable et c'est vrai aussi pour les enfants même petits parce que très rapidement, ils intègrent les règles du vivre ensemble avec les interactions avec leur entourage. Ils savent ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ils n'arrivent pas forcément à l'appliquer, mais ils le savent. Donc, il y a quand même des règles qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Ils sont en train d'apprendre, ils ont besoin qu'on leur explique. Mais parfois, leurs comportements peuvent sembler décalés ou inappropriés. C'est juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils ne sont pas en débordement émotionnel. Donc, c'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin qu'on leur explique pourquoi il faut faire comme ci plutôt que comme ça et qu'on leur explique comment faire autrement. Mais quand la pression monte dans la partie basse du ballon, c'est-à-dire quand un enfant va ressentir des émotions, de la peur, de la colère, de la frustration, mais aussi de la fatigue, de la faim, de la soif, l'envie de faire pipi, etc., ou encore s'il y a des stimulations sensorielles, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a des vêtements qui grattent, qui gênent. En fait, toute la partie basse du ballon se remplit et monte. Et si ça monte trop, ça finit par déborder, en fait, le niveau monte, la partie sociale est réduite à la portion congrue, et l'enfant ou l'adulte perd sa capacité à gérer les attentes sociales, à se comporter d'une manière socialement acceptable, et c'est là que vont surgir les comportements qu'on appelle une crise. En réalité, si vous êtes un parent et que vous êtes déjà énervé sur votre enfant, vous avez vécu la même chose. Votre ballon est monté, et à un moment ça a débordé, vous êtes mis à vous énerver, tout en sachant que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, et tout en vous disant que c'était inapproprié. Donc c'est exactement la même chose. Chez les enfants avec des troubles, par exemple TSA, troubles du spectre autistique, ils ont une forte sensibilité aux stimulations sensorielles. Et donc, leur ballon va se remplir beaucoup plus vite. Il y a d'autres problématiques, mais ça, c'est un des éléments qui fait que le ballon se remplit plus vite. Et en plus, souvent, il semblerait qu'ils aient du mal à détecter les signaux faibles, les petits signaux d'insatisfaction qui vont faire que nous, on va peut-être s'isoler, changer d'attitude, changer d'environnement, mais eux, ils vont pas les voir, et puis ils vont sentir seulement une fois que c'est vraiment débordé. Donc, pour l'entourage, ça a l'air d'arriver comme ça d'un seul coup, de manière incompréhensible. Donc ça, c'est un point intéressant à garder en tête. Chez les enfants avec un trouble type TDAH, c'est un peu différent. Leur impulsivité, elle peut donner l'impression d'un débordement émotionnel, alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils ont du mal à retenir les comportements dont ils savent pourtant qu'ils sont socialement inacceptables. C'est-à-dire que nous, on va peut-être penser dans notre tête « Oh, fait chier, il m'emmerde celui-là », et eux, ils vont le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à retenir. Ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre, alors je mets des gros guillemets, mais un adulte et un enfant, c'est la capacité à inhiber, à retenir les comportements, les pensées qu'on juge inappropriées. Et il y a aussi, pour les enfants TDAH et les adultes aussi, le sentiment d'être toujours en bande passante limite. Parce qu'en gros, ils mobilisent déjà en permanence beaucoup d'énergie pour rester concentrés, se retenir, s'adapter, essayer de faire attention à tout. Et c'est comme si leur cerveau était toujours en limite de capacité. Et cette consommation de ressources mentales vient vraiment grignoter leur bande passante. Alors oui, parfois c'est juste une chaussette mal mise qui fait exploser, mais en réalité, c'est toutes les ressources qu'on a déjà utilisées avant qui nous empêchent de gérer la chaussette mal mise. Les tout petits, ils ont évidemment une bande passante assez réduite et aussi une forte impulsivité, ce qui va expliquer la fréquence des crises dans la petite enfance. Donc c'est pas anormal, c'est même tout à fait attendu que les enfants fassent des crises dans la petite enfance. Mais quel que soit l'enfant et son
éventuel trouble, vraiment, le mécanisme, c'est toujours le même. C'est une autre image pour illustrer ce phénomène de la bande passante, c'est ce que j'appelle l'effet carte de fidélité. Chaque chose à gérer, la contrariété, l'inquiétude, la stimulation, ça vient cocher une case. On essaye de tenir, on essaye de se comporter normalement, et puis on atteint la dernière case. Et là, même une broutille ici, ce qui fait cocher la dernière case, c'est une broutille, ça va faire exploser, non pas à hauteur de la dernière case, mais à hauteur de tout ce qu'on a encaissé avant, tout ce qu'on a tenu, un peu comme un barrage qui lâche. Et donc c'est l'explosion, et si on juge juste sur la dernière case, on se dit c'est totalement inapproprié, déraisonnable, et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça incite à se questionner sur qu'est-ce qui se passe avant et pas juste à réagir sur la dernière case. J'avais développé aussi cette image de la carte de fidélité dans un article, là aussi je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Alors, sauf événement très intense, très soudain, les crises sont rarement imprévisibles. Au contraire, c'est souvent des débordements progressifs, même si on ne voit pas toujours monter, et que l'accumulation peut être masquée. Et il arrive aussi parfois, c'est même le plus fréquent, qu'on voit arriver la crise, on fait des choses pour la réguler, et en réalité, ce qu'on fait pour la réguler ne fait que la maintenir, l'amplifier, en tout cas ne permet pas de la réduire. Et donc on va se questionner dans cet épisode aussi sur les contextes qui sont générateurs de crise, mais aussi sur ce qu'on peut faire au moment de la crise qui peut avoir tendance à l'amplifier. Je vais parler maintenant du coup des contextes, donc on va regarder le plus global pour aller après au plus précis, au plus particulier. Ce que je vais dire ici rejoint certains points que j'ai déjà abordés, notamment dans les épisodes sur la colère et plus particulièrement sur la colère des enfants. Donc là aussi, je vous invite à aller écouter les épisodes en question. Certains types de contextes ont en effet tendance à favoriser les débordements émotionnels. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets à chaque fois pour vraiment mieux les comprendre. Premier contexte, aussi surprenant que ça puisse paraître, quand il y a trop d'attention portée aux émotions. C'est un contexte que j'ai abordé dans l'épisode sur l'écoute comme ultra solution. C'est un des tout premiers épisodes de ce podcast. Je vous donne un exemple extrêmement classique. Une maman qui dépose son enfant à l'école maternelle en début d'année. Les premiers jours, l'enfant pleure un petit peu, mais on peut s'attendre à ce qu'au bout de quelques jours, ça se passe à peu près bien et l'enfant arrête de pleurer. Sauf que là, au moment de la séparation, l'enfant se met à pleurer dès que sa maman s'apprête à partir et ça dure déjà depuis des semaines. Pourtant, la maman a vérifié, le reste de la journée, ça va. L'enfant joue, l'enfant rit, il participe et même le soir, il est content de sa journée, il en parle avec plaisir. Donc ce n'est pas le contenu de la journée qui pose problème. Et la maman, quand elle voit son enfant un peu en détresse, elle fait ce qui lui semble juste, elle reste avec lui, elle met des mots sur son émotion, elle lui dit qu'elle comprend que ce soit difficile, que tout va bien se passer, mais que voilà. Mais elle essaye de le rassurer, de le réconforter. L'enfant pleure de plus belle et elle reste encore et encore en attendant qu'il s'apaise parce qu'elle ne peut quand même pas le brusquer. Elle a peur qu'il se sente abandonné, qu'il vive mal sa journée si elle part trop vite. Et pourtant, en restant, alors que objectivement tout va bien, en dehors de « je suis un peu triste que ma maman parte », en fait, en restant dans cette circonstance, elle envoie 2 messages. Le premier, qui est chouette, c'est « Je suis là pour toi, je t'aime ». Ça, c'est précieux, c'est bien. Mais le deuxième, qui est souvent involontaire et qui est implicite, c'est « Ce que tu vis est tellement difficile que tu ne peux pas y faire face seul ». Et c'est ce deuxième message implicite qui, sans qu'on le veuille, alimente le stress et peut renforcer la détresse de l'enfant. Il se met à douter de ses capacités, il se sent encore plus dépendant de la présence de l'adulte et donc il pleure davantage. Et là, la solution, c'est évidemment de partir, de dire « oui, ça va être difficile, mais je te fais confiance, tu es capable de gérer » et de partir. Peut-être un peu brutalement au début, mais c'est souvent le plus efficace. Ce genre de mécanisme, il peut se produire aussi dans d'autres contextes qui sont encore plus piégeants. C'est quand les parents font tout pour éviter les crises. Alors attention, c'est parfaitement compréhensible d'essayer d'éviter des crises quand on est épuisé, quand on manque de sommeil, quand on a un enfant qui réagit très fort à la frustration. Aménager, anticiper, éviter les conflits, essayer de contourner, de rendre les choses ludiques, c'est un mécanisme de
survie pour les parents, notamment pour les enfants en bas âge. Mais à force, si c'est trop fréquent, pareil, on finit par envoyer un message qui est « les émotions, c'est trop gros pour toi, on va faire en sorte que tu n'aies pas à les affronter ». Et là, l'enfant devient de plus en plus sensible aux frustrations, de plus en plus réactif, de plus en plus anxieux, et les crises deviennent plus fréquentes. Et donc là, dans ce type de contexte, c'est vraiment l'attention portée aux émotions qui, au lieu de les apaiser à tout prix, ne permet pas à l'enfant de développer ses propres compétences de régulation, qui envoie le message « ressentir une émotion désagréable, c'est un problème à résoudre » et engendre une forme de panique émotionnelle chez l'enfant. C'est comme si le ballon dont je parlais tout à l'heure de l'enfant était constamment gonflé par une espèce de vigilance anxieuse. Et si je me mettais à ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse, et que je ne sais pas gérer, et donc la moindre émotion devient, paf, fait basculer le ballon dans la partie obscure, dans la partie irrationnelle. Donc ça, c'est un premier contexte. Trop d'attention aux émotions peut générer plus de crises et plus de débordements émotionnels. Un autre contexte, c'est quand le cadre n'est pas adapté aux compétences de l'enfant, et notamment, par exemple, quand les débordements sont toujours strictement recadrés, voire interdits, alors que l'enfant n'est pas en capacité de maîtriser totalement son comportement, ou simplement n'a pas le contrôle sur la situation. Si, par exemple, un enfant est systématiquement grondé, recadré sur ce comportement, alors qu'il n'arrive pas encore à canaliser son émotion, il vit une expérience désagréable à plusieurs titres. Le débordement émotionnel, c'est déjà désagréable pour lui. Le fait d'avoir des comportements dont il sait qu'ils ne sont pas souhaitables au moment du débordement émotionnel ajoute de la culpabilité et de la honte à l'enfant, donc ça gonfle le sentiment désagréable. Et quand il se fait systématiquement gronder ensuite, ça ajoute un inconfort supplémentaire, c'est désagréable pour lui. Et en fait, comme il n'est pas en capacité de supprimer ses émotions ni ses comportements problématiques, il peut en tirer la conclusion que ressentir certaines émotions, c'est dangereux. Et comme il sait d'expérience qu'il lui arrive de perdre le contrôle, mais qu'il n'est pas encore en capacité de retrouver du contrôle, il vit dans une forme d'anticipation permanente, d'hypervigilance, exactement comme dans le cas précédent, mais pour d'autres raisons. Et c'est un peu comme s'il se disait « Oh là là, je sais que je vais déborder, j'ai pas le droit, il faut que j'essaye de me retenir pourvu que je ressente pas d'émotions désagréables », jusqu'à ce que le barrage cède et que donc la crise soit plus forte. Donc on obtient le même type de problématique, le même type de fonctionnement, mais avec des contextes différents. Un autre exemple, quand on n'a pas regardé globalement le sentiment d'injustice. Je vous donne un exemple, un petit garçon de 4 ans, il a une petite sœur de 2 ans. Le grand, de 4 ans, a appris à repérer les tomates cerises bien mûres dans le jardin. Il est très fier de rapporter les bonnes tomates à ses parents. Mais sa petite sœur le suit partout, elle va dans le jardin, mais elle cueille un peu n'importe quoi. Et résultat, les parents grondent l'aîné en disant qu'il aurait dû empêcher sa petite sœur, qu'il ne faut plus qu'il aille dans le jardin parce que sinon elle fait des bêtises. Donc lui, il ne comprend pas en fait, il trouve ça injuste, il voit pas ce qu'il a fait de mal, il se fait disputer à propos de sa sœur. Et évidemment, un enfant, il fait confiance à ses parents, il va pas se dire c'est mes parents qui ne devraient recadrer ma sœur, il va se dire c'est moi qui suis en faute, mais il ne sait pas comment gérer cette situation, il n'a pas le contrôle sur cette situation, il peut pas empêcher sa sœur, il peut pas exprimer son sentiment d'injustice. Et ça peut amener l'enfant à déborder beaucoup, et notamment en direction de sa petite sœur, que du coup, il va voir comme étant le problème. Et pas en se disant, c'est mes parents qui gèrent pas comme il faut. Donc, ça me donne deux choses. D'une part, l'envie de vous faire aussi des épisodes sur la fratrie, mais ça me donne aussi, ça m'incite aussi à vous dire que ce qui est important, c'est de regarder le contexte dans lequel se produisent les crises. Enfin, un dernier contexte générateur de crise qui ressemble un peu à celui que je viens de décrire, c'est le cadre où rien n'est négociable. Prenons l'exemple, là aussi assez emblématique, d'un jeune ado, 11-12 ans, qui commence à demander un téléphone, un smartphone, pas forcément pour jouer, regarder des vidéos, mais parce que ses copains organisent leurs échanges par message, s'envoient des photos, parlent sur des groupes auxquels lui n'a pas accès.
Il se sent un peu exclu de certaines interactions sociales qui sont importantes pour lui à cet âge-là. Il en parle, il essaye d'argumenter, de négocier avec ses parents, mais quand il le fait, on lui oppose une fin de non-recevoir. Tu vois, t'es déjà accro avant même d'avoir un téléphone. Donc, il se tait, il comprend bien que vaut mieux pas trop en parler. Mais en fait, il n'a aucun espace pour exprimer sa demande. Il est coincé dans un sentiment d'injustice. Il est comme puni d'avoir simplement exprimé un besoin ou un manque, sans reconnaissance de ce qui est important pour lui et sans possibilité de discuter ou de négocier le cadre. Et donc là, on va avoir des crises qui surgissent, pas forcément sur la question du téléphone en elle-même, mais sur d'autres sujets qui vont venir cristalliser cette frustration et qui malheureusement renforcent les parents dans l'idée que leur enfant n'est pas raisonnable, n'est pas capable de gérer, alors qu'en réalité, c'est l'interdiction, en tout cas l'incapacité à négocier, à discuter, à avoir des perspectives d'ouverture qui génèrent ces crises. Donc là, c'est pas le fait de rappeler le cadre qui est problématique, c'est le fait de ne pas avoir d'espace pour exprimer l'injustice et pour avoir le sentiment que cette injustice, elle est entendue et qu'on peut commencer à discuter du cadre. Alors ça, ces situations où il y a beaucoup de débordements, quand on approche de l'adolescence, quand les enfants grandissent, que leurs besoins évoluent, les situations de débordement émotionnel peuvent être extrêmement fréquentes parce que c'est le signe que le cadre a besoin d'évoluer. Donc là, je vous renvoie aux épisodes sur les ados qui ont été publiés récemment. Donc, là, c'est vraiment pour insister sur, parfois, c'est pas les règles, c'est pas l'écoute qui pose problème, c'est la manière dont l'écoute et le cadre s'articulent entre eux. Ça peut être intéressant de raisonner en termes de cadre de sécurité psychologique. Alors attention, un cadre de sécurité psychologique, c'est pas j'écoute toutes tes émotions, tous tes besoins, c'est pas une disponibilité totale, c'est pas un cadre qui est remis en cause à chaque demande. Les enfants, ils comprennent très bien le contexte global de la relation, même quand ils sont petits. Ils ne sont pas insécurisés par quelques refus, des limites fermes, des moments d'indisponibilité. C'est vraiment l'équilibre global de la relation qui va être important et aussi la flexibilité du cadre. S'il y a beaucoup de débordements et de crises, c'est ça qu'il va falloir aussi questionner et réfléchir pour pouvoir peut-être parfois l'assouplir, parfois au contraire poser des limites plus claires. Maintenant, on va en venir au moment de la crise vraiment à proprement parler, parce qu'on fait souvent des choses avec les meilleures intentions du monde, mais qui ne fonctionnent pas et qui ont plutôt tendance à entretenir, voire à aggraver les crises. Alors attention, il n'y a pas une bonne manière de faire, une vérité absolue, un mode d'emploi qui dirait si vous faites ça, c'est sûr que vous allez réguler les crises. Ce qu'il est important de retenir, c'est une posture d'observation. Qu'est-ce qui se passe quand je fais telle ou telle chose ? Est-ce que ça apaise à court terme et à long terme ? Et dans ce cas-là, c'est une solution, ça marche. Si ça apaise à court terme mais pas à long terme, c'est une aide ponctuelle, mais c'est pas une solution au problème parce que les crises vont revenir. Vous avez peut-être quelque chose pour les arrêter ponctuellement et encore probablement que ça va arrêter de marcher à un moment donné si vous ne réfléchissez pas plus largement sur le contexte. Et si ça ne marche ni à court terme ni à long terme, alors il est temps de faire autrement. Bon, alors qu'est-ce que je vois fréquemment dans les interventions autour des crises et quels effets ça peut avoir ? Le premier type d'intervention, c'est recadrer immédiatement. Parce que ce qui nous pose problème, c'est le comportement et sans s'intéresser à l'émotion. Là, tu arrêtes tout de suite maintenant, ça suffit, c'est non, enfin, il n'y a pas de raison de pleurer pour ça. Ça peut fonctionner quand l'émotion est de faible intensité, quand l'enfant est encore en capacité de raisonner. Vous vous souvenez l'image du ballon, ça commence à monter, mais l'enfant peut encore se dire « Ah oui, mince, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Mais si l'enfant est déjà débordé ou assez loin dans le débordement, il n'est plus accessible à ce genre de demande. Et si en plus il est en colère contre nous, parce que c'est nous qui posons la contrainte, qui générons la frustration, la colère peut s'intensifier quand on lui rappelle juste sèchement le cadre. Et si en plus cette manière de gérer est systématique, l'enfant peut finir par comprendre mes émotions ne comptent pas, je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Et là, en fait, on ne l'aide pas du tout à réguler sur le long terme. On lui apprend juste à mettre le couvercle, avec le risque que ça explose encore plus fort quand il n'arrive plus à tenir le couvercle. Deuxième attitude, écouter. Mais rappelez les règles immédiatement.
Oui, je sais que tu es frustré, mais tu n'as pas le droit de crier. Oui, je comprends que c'est difficile, mais c'est comme ça et c'est pas autrement et tu dois faire avec. Oui, je vois bien que tu es en colère, mais tu dois faire ce que je te demande. En fait, le mais, ici, annule tout. C'est-à-dire qu'on a une bonne intention d'empathie, mais le mais vient annuler tout ce qu'on a dit. Et donc, en fait, l'enfant, il entend surtout la deuxième partie de la phrase, ce qui revient donc à la situation précédente, voire même ça l'agace encore plus, parce que l'enfant, il peut avoir l'impression de... Mon parent fait semblant d'écouter, mais en fait, il veut juste que j'obéisse, et donc ça peut augmenter l'intensité de l'émotion. Là aussi, si l'émotion est de faible intensité, c'est possible qu'il entende notre bonne intention avec l'écoute qu'on a formulée en première partie, et qu'il se rende à la raison, mais c'est franchement pas le plus fréquent. Et là, je le dis, et je le redirai sans doute dans d'autres épisodes, quand on essaye de faire deux choses en même temps, empathie et recadrage, ça ne marche pas du tout. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes. Dernière tentative qu'on fait, en général, on explique, on raisonne, voire même on fait la morale. Depuis qu'on a compris, et c'est une bonne chose, que les enfants avaient une sensibilité, qu'ils étaient des personnes à part entière, on s'est mis à expliquer. L'idée, c'est que s'ils comprennent, ils coopéreront mieux. Et c'est vrai. Mais à certains moments seulement. C'est-à-dire que la raison ne suffit pas à contrer une émotion. Si c'était le cas, il y a belle lurette qu'on n'aurait plus de comportement violent, plus d'addiction, plus d'angoisse, etc., etc. Et en tant que parents, on compte un peu trop sur les explications, sur la morale, quand on leur liste toutes les bonnes raisons qu'ils auraient de se comporter comme il faut. On espère qu'ils vont coopérer, qu'ils vont se rendre à la raison. Les explications ont leur place, elles sont nécessaires pour donner du sens, mais elles ne sont pas efficaces en plein débordement émotionnel. Madame de Maintenon disait déjà, à l'époque, Louis XIV, « Rien n'est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient ». Donc, c'est pas, quand l'enfant est débordé, c'est pas qu'il ne comprend pas, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas disponible. Et lui donner des explications à ce moment-là peut lui donner le sentiment que vous ne comprenez pas du tout ce qu'il vit et donc aggraver le débordement. Bon, là aussi, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet à propos des explications et de la place qu'elles peuvent avoir dans l'éducation, qui est très importante. Et si les explications fonctionnent, il n'y a pas de raison de changer, mais je vous mettrai en lien les articles en question dans les ressources de l'épisode. Donc là, je vous ai listé 3 choses qui peuvent fonctionner, mais qui souvent ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment quand la crise est là qui peut être plus efficace? Alors, encore une fois, on ne fait pas 2 choses en même temps. Une des choses les plus efficaces, c'est l'empathie. Attention, l'empathie ne sert pas à supprimer l'émotion de base. Cette émotion, elle est générée par la situation. Quand je n'ai pas le droit de faire ce que j'avais envie de faire, ou que je dois arrêter quelque chose qui me plaisait, je ressens de la frustration. Le seul moyen de supprimer cette frustration, c'est de supprimer la contrainte. C'est parfois possible, vous pouvez le faire si vous en avez envie, mais c'est pas forcément possible à chaque fois, ni même souhaitable, parce que vous voulez poser un cadre. Et l'empathie ne sert pas à supprimer l'émotion, l'empathie sert à donner du courage pour surmonter l'émotion. Et elle se traduit, l'empathie, par des phrases comme « Ah bah oui, t'aurais vraiment aimé que ce soit autrement, bah, tu es fâché au point que tu veux me taper, je vois que c'est vraiment dur pour toi. » C'est vraiment un outil qui donne du courage, je le redis parce que c'est hyper important. J'ai consacré toute une série d'articles sur le blog au sujet de l'empathie. Je vous laisse aller les lire si vous voulez approfondir. Il y a des liens dans les ressources de l'épisode parce que c'est un outil qui est vraiment important, mais qui ne fonctionne pas à tous les coups et parfois on doit en arriver à ce que j'appelle le retrait calme. L'enfant est tellement débordé, son ballon est tellement haut que la portion qui est accessible à nos interventions et même à l'empathie n'est plus accessible justement. Il est vraiment hors de lui littéralement et dans ces moments-là, souvent ne pas interagir, c'est la meilleure posture. Parce qu'en fait, juste le fait de parler, ça rajoute une stimulation qui fait encore plus déborder. Donc là, c'est juste, je vois que c'est trop dur et qu'il n'y a rien qui marche, je reste là, je suis calme, j'attends que ça passe. C'est pas dans l'indifférence, c'est pas calme-toi et je m'en vais, c'est vraiment on va attendre que ça passe.
Je vais terminer par une situation qui incarne bien tout ce qu'on vient de voir. C'est une situation que j'ai rencontrée il y a très longtemps, au début de ma pratique, mais qui est très emblématique et que j'ai retrouvée dans plein d'autres situations. C'est une petite fille, appelons-la Zoé, qui a 5 ans. Ses parents viennent me consulter, ils sont épuisés, ils sont démunis. Il y a des crises à répétition, il y a des hurlements, elle se roule par terre, elle refuse toute frustration et c'est le drame à chaque fois. Ils ne comprennent plus, ils n'en peuvent plus, ils ont à peu près tout essayé. L'empathie, lui fournir des outils émotionnels, les explications, les recadrages. Ils ont vu plusieurs intervenants, des psychologues, etc. Tout le monde leur a dit « Votre fille va très bien, il n'y a pas de problème ». Mais eux, ils s'en sortent pas. Ils en sont venus évidemment à la surveiller en permanence, à anticiper chaque frustration, à éviter tout ce qui pourrait déclencher une crise par épuisement. Ils n'osent même plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur que la moindre contrariété dégénère et fasse une crise absolument ingérable qui les met en difficulté. Et donc, ils ont peur des crises et ça prend toute la place. Alors, dans ce genre de situation, ma priorité, et c'est aussi un message que je veux vous transmettre, c'est de réfléchir à comment redonner un sentiment d'efficacité à ses parents. Pas forcément de faire disparaître les crises, parce que ça n'est pas en mon pouvoir, ça n'est dans le pouvoir de personne, je n'ai aucune baguette magique qui peut changer le comportement des enfants, mais comment les parents peuvent retrouver un peu de pouvoir d'action, un peu de marge de manœuvre, alors même que leur enfant paraît hors de contrôle. Donc ce qu'on repère ensemble, ce qu'on a repéré avec ces parents-là, c'est qu'en fait, toutes leurs tentatives pour réguler les crises étaient un échec magistral. Non seulement les crises ne disparaissaient pas, mais en plus elles semblaient même empirer. Et donc chaque tentative infructueuse ne faisait que renforcer une conviction très douloureuse. Notre fille est incontrôlable, nous sommes incapables de contrôler notre fille, nous sommes complètement dépassés. Donc là, l'idée, moi je leur ai proposé d'arrêter. Pas d'arrêter d'être parents, pas d'abandonner leur fille, mais d'arrêter tout ce qui alimente leur sentiment d'incapacité et leur frustration. Et je leur ai proposé pour ça une stratégie que j'appelle un peu l'empathie par anticipation. Quand une frustration est à prévoir, il faut arrêter un jeu, il faut aller se coucher, il faut aller s'habiller, au lieu d'essayer d'éviter, de contourner, de calmer en espérant que la crise ne va pas se produire, je leur ai proposé plutôt d'annoncer la frustration et d'ouvrir l'espace pour la crise, de l'autoriser, voire de l'encourager. Ça donne quelque chose comme « Écoute, là, ma chérie, dans 5 minutes, on va devoir arrêter le jeu pour aller se coucher. Et probablement que tu vas être très fâchée, très frustrée, tu auras peut-être besoin de crier, de râler, de te rouler par terre. On comprend, c'est vraiment dur. Et si tu en as besoin, c'est OK, on attendra que ça passe. » Et en fait, même s'il y a une crise, elle est prévue, elle est anticipée, elle est accueillie, ils sont plus en perte de contrôle, ils ont retrouvé de la maîtrise sur la situation. Et s'il n'y a pas de crise, c'est tout bénef, on a gagné. Donc ça change tout. Ils sont plus contre la crise, ils sont plus contre leur fille pour essayer de trouver le moyen de la contrôler, ils sont à côté d'elle dans la crise. Et très souvent, je dirais à vue de nez, dans les accompagnements que je peux faire, dans 8 situations sur 10, dans ce genre de situation, il n'y a plus de crise du tout. Et c'est ce qui s'est passé pour Zoé. La première fois que ses parents ont utilisé cette approche, elle les a regardés calmement, un peu surprise. Et elle a dit « non, ça va ». Et elle est passée à la suite alors qu'elle aurait pu se rouler par terre. Et donc là, tout a basculé. Les parents, à la séance suivante, ils viennent, ils me disent « ah là là, on redécouvre notre fille, elle est agréable, elle est curieuse, elle est drôle », alors qu'on ne voyait plus que ces crises. Et la maman a ajouté « un professionnel m'avait dit, il y a quelques mois, en fait, vous lui laissez pas assez d'autonomie, c'est pour ça qu'elle déborde autant. » Et je m'étais dit, mais en fait, cette personne ne comprend rien à ma fille, mais aujourd'hui, je réalise, en fait, on la scrutait tout le temps, on la contenait, on la craignait, et la pauvre, ça ne devait vraiment pas être agréable pour elle, vraiment très frustrant d'avoir ses parents sur le dos comme ça tout le temps. Donc ça, je trouve ça assez chouette de pouvoir et retrouver la relation et retrouver un sentiment de contrôle et d'efficacité, et c'est ça qui va permettre d'améliorer la relation. Donc vous l'avez vu à travers l'exemple de Zoé, le plus souvent, ce n'est pas en cherchant à contrôler les crises qu'on va les faire disparaître, c'est souvent en arrêtant de se battre contre ce qui nous échappe et en retrouvant une position qui nous met moins en situation d'échec. Vraiment, au moment de la crise, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit d'accompagner, parfois d'attendre que ça passe sans en rajouter.
Et surtout, ce que j'essaye de transmettre aux parents, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des essais, des ajustements, des moments ça marche pas. Et le fait d'observer ce qui se passe, de prendre un peu de recul, c'est ça qui va permettre de progresser et de faire évoluer notre approche. Donc, on l'a vu au travers de cet épisode, je le redis, une crise, c'est pas juste un enfant qui exagère, qui ne veut pas écouter, c'est souvent le signe d'un débordement, de l'atteinte des limites de capacité de traitement du cerveau. Ça vaut le coup, s'il y a beaucoup de crises qui se reproduisent souvent, de questionner le contexte, sur qu'est-ce qui se passe dans le contexte qui peut favoriser, entraîner plus de crises. Ça vaut le coup de se rappeler qu'au moment de la crise même, généralement, c'est l'empathie qui est la posture la plus apaisante, mais que ce n'est pas une baguette magique et que parfois, il faut juste attendre que ça passe. Mais surtout, personne ne sait ce qui va fonctionner avec votre enfant en particulier. Le premier pas, c'est pas de savoir comment mieux s'y prendre, qu'est-ce qui serait la méthode, mais vraiment d'identifier ce qui entretient le sentiment d'échec et donc la culpabilité chez les parents. Alors évidemment, c'est difficile parce que ça implique souvent de lâcher, en tout cas temporairement, quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça peut faire une différence très importante dans votre sentiment d'efficacité et dans les crises de vos enfants. Et j'espère vous avoir permis de le comprendre et d'identifier des pistes avec cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@sco2mc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.